Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'item sur les vertiges qui est le numéro 103. Donc là, c'est un petit item assez court, j'espère en tout cas, parce que il est un petit peu tard ce soir lorsque j'enregistre, mais je m'y suis pris au dernier moment, voilà. Donc, sans plus perdre de temps, on part sur les mécanismes du syndrome vestibulaire aigu. Donc je tiens juste à préciser que c'est la fiche LISA sur, c'est les collèges d'ORL et de CMF, je crois qu'il a fait en priorité, et le collège de neurologie y a participé, mais c'est en relecture. Allez, donc les mécanismes du syndrome vestibulaire aigu, autrement dit les vertiges. Alors, les crêtes ampulaires des canaux semi-circulaires détectent les mouvements de rotation de la tête. Les crêtes ampulaires des canaux semi-circulaires. Ces informations sont véhiculées dans le nerf cochléo-vestibulaire. Donc là, si tu te souviens bien de tes nerfs crâniens, c'est la huitième paire. Et ces informations sont intégrées dans les noyaux vestibulaires du tronc cérébral. Les réseaux neuronaux qui sont issus des noyaux vestibulaires participent à trois fonctions principales. Premièrement, la perception de nos déplacements et l'orientation spatiale grâce aux voies vestibulo-corticales. Vestibule cortical, enfin cortex. Deuxième fonction, la stabilisation du regard pendant nos déplacements grâce au réflexe vestibulo-oculaire, entre le vestibule et les yeux. Et troisième fonction, le contrôle postural statique et dynamique grâce au réflexe vestibulo-spinal, entre le vestibule et la moelle épinière. Un syndrome vestibulaire aigu est observé dans le cas d'un dysfonctionnement, non, est observé dans le cas d'un fonctionnement asymétrique, le plus souvent par déficit de la fonction vestibulaire d'un côté. Compte tenu de la triple fonction vestibulaire, ce syndrome associe donc un vertige, c'est l'atteinte des fonctions vestibulo-corticales, un nystagmus, l'atteinte des fonctions vestibulo-oculaires, et un trouble postural, l'atteinte des fonctions vestibulo-spinales. Voilà, c'est tout simple au final. Et on a également des signes végétatifs qui sont très fréquents. Donc là, ça sera les nausées, les vomissements et les sueurs. La définition du vertige. Donc, le vertige, c'est une illusion de mouvement, soit du patient lui-même, soit de son environnement, et qui se traduit le plus souvent par une impression de rotation ou parfois de déplacement linéaire. Il peut s'agir d'un symptôme spontané, ou alors déclenché ou majoré par les mouvements de la tête. Il s'accompagne habituellement de signes neurovégétatifs tels que des nausées, des vomissements ou des sueurs, comme on vient de le dire. Et par contre, il n'existe pas de trouble de la conscience au cours de la crise. Alors, les différents éléments du diagnostic de vertige, et ce pour reconnaître les diagnostics différentiels. Donc, premièrement, on va s'attarder sur l'interrogatoire qui est essentiel. La sémiologie analytique repose sur les caractères du vertige, sa durée, les circonstances d'apparition, ses caractères évolutifs, les symptômes associés et aussi les antécédents. Voilà, il faut bien noter à l'interrogatoire que c'est une notion d'illusion de mouvement. Donc ça, normalement, le patient va le faire, va nous le dire, à peu près avec ces mots-là. Les diagnostics différentiels, ça sera les lipotymies ou les malaises vagaux. Là, c'est quand on a des troubles de la conscience. Ça sera l'hypotension orthostatique. Donc là, on peut le faire facilement avec le test, d'hypotension orthostatique. Ça sera ensuite les syncopes, les éblouissements, les mouches volantes, donc tout ce qui est un peu atteinte visuelle plutôt, d'origine cardiovasculaire, les diagnostics, plutôt migraineux, atteinte visuelle, donc là, les diplopies, astigmatisme et cetera, ou aussi épileptiques dans le cadre de convulsions. Voilà. Ça peut aussi être des manifestations polymorphes d'anxiété ou d'hypocondrie, ou même phobiques, genre, l'acrophobie, l'agoraphobie, des crises de panique et cetera. Voilà, ça, c'était le diagnostic différentiel. La présence d'une perte de connaissance remet en cause l'origine vestibulaire. Voilà, parce que dans le vertige,
on n'a pas de perte de connaissance et ni de trouble de la conscience. Voilà. Allez, donc là, un petit peu plus de détails sur l'interrogatoire. Donc là, on nous précise que le diagnostic repose essentiellement sur celui-ci et l'interrogatoire doit donc être minutieux et directif pour faire préciser, premièrement, les caractères du vertige. Donc il faut confirmer que c'est un vertige vrai. Est-ce qu'il est plutôt rotatoire? Est-ce que le déplacement est plutôt linéaire? Enfin, est-ce que l'illusion de déplacement est plutôt linéaire? Est-ce qu'il y a une instabilité, un tangage, des troubles de l'équilibre? Voilà, donc les caractères du vertige. Deuxièmement, on va rechercher la durée de la crise. Soit ça sera quelques secondes, donc là, ça peut orienter vers un vertige paroxystique positionnel bénin, le VPPB. La durée de plusieurs heures ou minutes, ça va plutôt faire penser à une maladie de Ménière ou après ça peut être plusieurs jours, voilà. Le mode d'apparition ensuite va devoir être recherché à l'interrogatoire, donc soit il sera spontané et non déclenché par le mouvement, soit il sera déclenché par les mouvements justement, au changement de position avec un mouvement rotatoire de la tête. Là, ça nous fait penser aussi au VPPB. Est-ce qu'il sera déclenché par le bruit, le phénomène de Tullio et ou le mouchage? Là, par exemple, ça peut être le cas d'une fistule labyrinthique. 4e chose qu'on va rechercher à l'interrogatoire, ça sera l'évolution ou la répétition. Donc est-ce que c'est une crise unique ou c'est des crises qui se répètent? Est-ce qu'il y a une sensation vertigineuse permanente? Ou c'est plutôt en 2 temps avec des intervalles libres entre chaque? Là, ça orientera plutôt vers un AVC, par exemple. Et ensuite, on va chercher les signes d'accompagnement. Alors, est-ce qu'il y a avec une hypoacousie, des acouphènes, une plénitude d'oreilles? Donc là, ça sera plutôt ménière, ça va orienter vers ça. Est-ce que c'est uni ou bilatéral? Est-ce qu'on a les troubles neurovégétatifs avec? Genre, ce qu'on a dit, les nausées, les vomissements, pâleur, sueur, accélération du transit aussi, ça peut être associé avec des diarrhées, on précise. Est-ce qu'il y a des céphalées? Donc là, on va rechercher des migraines et une hypertension intracrânienne aussi. Les cervicalgies, ça c'est souvent lié aux troubles de l'équilibre, parce qu'il y a une contraction réflexe en fait, des muscles de la nuque. Les cervicalgies peuvent être intenses et unilatérales et là, si on a ça, il faut faire attention à la dissection de l'artère vertébrale, en priorité. Ça, c'est un diagnostic auquel il faut penser, en cas de cervicalgie intense et unilatérale. Si on a une dysmétrie, donc à l'examen neurologique, si on a des troubles moteurs ou sensitifs, une diplopie, une baisse de l'acuité visuelle, une atteinte des paires crâniennes, il faudra faire attention à toutes les causes neurologiques. Voilà, donc quand on fait l'examen neuro, si on a un symptôme, il faut penser sur une cause neuro du coup. Ça paraît logique. On va chercher à l'interrogatoire également les antécédents. Donc là, tout ce qui peut être en lien ou provoquer des vertiges, donc les antécédents otologiques, cardiovasculaires, des antécédents de trauma crânien, de migraine et également les traitements, que le patient prend qui peuvent être ototoxiques ou psychotropes. Voilà, et s'il y a un passif de vertige, déjà, il faut évaluer l'efficacité des traitements antivertigineux qui ont déjà été entrepris. Voir si c'était efficace ou pas, ça peut orienter. Allez, donc là, pour, connaître les signes en faveur d'une origine centrale ou périphérique, pour faire le diagnostic positif, en fait, du syndrome vestibulaire. Donc, le syndrome vestibulaire, dans son entité, est une atteinte du système vestibulaire périphérique ou central. Il est donc capital de faire la différence entre une atteinte centrale et périphérique, pour ne pas méconnaître un AVC, par exemple, dans un vertige aigu. Alors, on va commencer par le syndrome vestibulaire périphérique. Sa sémiologie est harmonieuse. Ça, c'est le maître mot, c'est harmonieux. Donc, le vertige est caractérisé comme vrai. C'est un vrai vertige, donc avec toutes les caractéristiques qui le composent. On aura un nystagmus périphérique. Donc là, il sera spontané. On peut l'observer sous les lunettes de Bartels ou les lunettes de Frenzel ou même avec des microcaméras. Le sens du nystagmus sera horizonto-rotatoire.
On aura une phase lente de dérive vers l'oreille atteinte, suivie d'une phase rapide de rappel, qui est la plus visible en fait. Et cette phase rapide de rappel, c'est le sens du nystagmus, droite ou gauche. Voilà, donc le sens du nystagmus est opposé à l'oreille atteinte au final. Parce que la phase lente se fait vers l'oreille atteinte et la phase rapide, à l'opposé et c'est le sens du nystagmus. Voilà. Le nystagmus est inhibé par la fixation oculaire et il ne change pas de sens en fonction de la direction du regard. Voilà. Ensuite, dans le cas toujours du syndrome vestibulaire périphérique, on aura le Head Impulse Test qui sera positif. Donc là, c'est quoi? C'est un déficit du réflexe vestibulo-oculaire avec saccade de refixation lors des rotations brèves de la tête vers le côté atteint. Donc ça, c'est le Head Impulse Test. Il sera positif. On a ensuite des déviations segmentaires. Donc, elles dévient toutes du côté du vestibule déficitaire et sont accentuées à la fermeture des yeux. L'équilibre statique pourrait être atteint. Donc là, on va faire l'épreuve de Romberg, la déviation des index. Voilà. L'équilibre dynamique, donc là, on aura un piétinement de Fukuda. La marche aveugle de Babinski-Weil ou Weil, je ne sais pas comment on dit. Voilà, ça faudra le rechercher à l'examen neuro. On pourra avoir là des signes neurovégétatifs, toujours les nausées-vomissements, sueur, et cetera. Et donc là, on va avoir un petit exemple. Dans un syndrome vestibulaire périphérique droit, bon, à droite, on aura donc des vertiges avec des déviations lentes harmonieuses dans la même direction à droite, donc les déviations lentes vers le côté atteint. On aura un nystagmus horizonto-rotatoire gauche du coup, si vous avez bien suivi. Et ça, quelle que soit la direction du regard. Et on aura des déviations posturales vers la droite. Donc, atteinte de l'oreille droite, enfin du vestibule droit, les patients auront tendance à tomber vers la droite, ou à se dévier en tout cas. Toute présentation clinique atypique par rapport à cet exemple doit faire évoquer un syndrome vestibulaire central pour le coup, et non pas périphérique. De même, dans un syndrome vestibulaire périphérique, vertige, nystagmus, troubles posturaux et syndrome neurovégétatif sont d'intensité égale. Dans le cas contraire, il convient là aussi d'évoquer un syndrome vestibulaire central. Donc, à propos de ce dernier, on va le voir, la sémiologie du syndrome vestibulaire central, là, pour le coup, c'est disharmonieux. Il correspond à une atteinte des centres vestibulaires et des connexions centrales. Le vertige, bon là, il peut également être rotatoire, mais là, on aura plutôt des sensations vertigineuses brèves et ou un déséquilibre qui sera souvent permanent. Donc, premièrement, on va étudier le nystagmus, qui va nous renseigner. Donc là, à la différence du périphérique, il ne sera pas atténué par la fixation oculaire. Là, il ne reste pas dans le même sens, il peut changer de direction en fonction de la direction du regard. Là, il n'est pas forcément horizonto-rotatoire, il peut être vertical ou rotatoire et il est persistant dans le temps. Le Head Impulse Test, pour le coup, il sera normal, il ne sera pas positif. Les déviations segmentaires, donc là, elles seront volontiers absentes ou alors elles se font du côté du nystagmus, ce qui signe la disharmonie. Alors que dans le périphérique, on a vu que le nystagmus était opposé à la lésion, alors que les déviations se faisaient du côté de la lésion. Alors que là, dans le central, eh bien, les déviations se feront du côté du nystagmus. Donc voilà, c'est un signe, qui les différencie encore. L'oculomotricité sera perturbée, donc là, on pourrait avoir un désalignement oculaire vertical, et on aura un mouvement saccadé, des yeux à la poursuite oculaire. On aura en plus des signes neurologiques, bien sûr, du coup, on pourra avoir un syndrome cérébelleux, donc avec des troubles d'équilibre et cetera. Une existence d'une atteinte, d'autres nerfs crâniens et des syndromes alternes aussi du tronc cérébral. Et donc toutes ces caractéristiques centrales conduisent à définir le syndrome disharmonieux. Voilà. Donc là, on va parler du VPPB. Alors une petite gorgée de thé. Mmh. Un petit peu d'ASMR ou pas?
Mmh. Bon, désolé pour ceux que ça choque. Allez, donc le VPPB. Les caractéristiques cliniques. Donc ça, c'est un vertige rotatoire exclusivement déclenché par certains mouvements de la tête. Ça apparaît 1 ou 2 secondes après le mouvement et ça dure juste quelques secondes. Ça peut s'accompagner de nausées. On n'a pas de nystagmus spontané ni de syndrome vestibulaire en dehors de la crise. C'est reproductible et il n'y a pas de signes auditifs associés. Ça concerne surtout les adultes, qui ont même plus de 60 ans, on précise, et plutôt des femmes. Le VPPB, donc ça veut dire le vertige positionnel paroxystique bénin. On confirme le diagnostic en provoquant ce VPPB par des manœuvres positionnelles. Et on va provoquer ce vertige avec également un nystagmus qui a les caractéristiques suivantes. Il apparaît avec une latence. Son intensité augmente, puis diminue et finit par disparaître quand la tête est maintenue en position d'équilibre. La sensation de vertige, elle précède et elle accompagne le nystagmus. Au redressement du patient, le nystagmus s'inverse et est accompagné de vertige et il disparaît après quelques manœuvres, donc il est épuisable. Donc classiquement, si l'un des caractères est absent, le vertige n'est pas un VPPB. Donc là, chaque canal semi-circulaire peut être responsable et à chaque canal correspond une manœuvre positionnelle et un nystagmus dans le plan du canal. Voilà. La forme la plus habituelle, on nous dit que c'est le VPPB du canal semi-circulaire postérieur. Ça, c'est 85 des cas et pour le retrouver, on fait la manœuvre de Dix et Hallpike. Voilà, voilà. Donc là, c'est quand on place le patient, on le renverse sur le côté avec la tête, relevée, voilà. Je vous mettrai une petite image dans le post Insta, comme ça vous pourrez vous voir à quoi ça correspond. Voire même une petite vidéo, je sais même pas si on peut faire ça. Bon, je verrai. Ensuite donc, le VPPV du canal semi-circulaire latéral, ça c'est que 5 à 15 des cas et on peut avoir aussi un canal semi-circulaire antérieur et donc ça c'est exceptionnel. Voilà. Alors, les arguments en faveur des différentes étiologies de vertige. Donc, premier vertige, on peut avoir le syndrome vestibulaire aigu. Là, on peut avoir plusieurs syndromes. Donc, le syndrome vestibulaire aigu isolé. Là, ça peut être une névrite vestibulaire ou un AVC de la fosse postérieure, on précise. Si on a un syndrome vestibulaire aigu qui est accompagné de signes otologiques du genre surdité, acouphènes, otorrhée, etc., ça peut être une première crise d'une maladie de Ménière ou ça peut être tout simplement une atteinte otologique. Dans le cas d'une otite, d'un cholestéatome, les tumeurs du rocher peuvent donner ça également. Et si par contre, c'est pas accompagné de signes otologiques, mais de signes neurologiques et que c'est un syndrome vestibulaire aigu accompagné de signes neurologiques, donc il faudra penser aux AVC, aux tumeurs ou à la CEP également. Voilà, sclérose en plaques. Donc ça, c'était pour les syndromes vestibulaires aigus. Pour les vertiges récurrents maintenant, ça c'est d'autres diagnostics. Donc en fonction de leur durée, s'ils durent moins d'une minute, ça peut être le VPPB. Donc c'est récurrent parce qu'à chaque changement de position, ça peut apparaître. Durant de quelques minutes à quelques heures, ça peut être la maladie de Ménière aussi ou des migraines vestibulaires. Il faut faire attention dans le cas du schwannome vestibulaire, ça peut prendre toutes ces formes de présentation clinique. Donc on peut pas l'exclure, il faut toujours y penser. Voilà, maintenant les principales causes de vertige unique prolongé cette fois-ci. Donc première cause, la névrite vestibulaire. Donc on l'a vu, c'est un cas on a le cas clinique d'un syndrome vestibulaire isolé. Donc là, on aura un déficit vestibulaire unilatéral aigu et idiopathique. Le plus souvent, on imagine que c'est d'origine virale en fait, la névrite vestibulaire. On a donc l'apparition brutale d'un syndrome vestibulaire périphérique pur
qui sera isolé, c'est-à-dire sans signe auditif ni neurologique, en dehors de l'atteinte du 8, du nerf crânien de la 8e paire, de nerfs crâniens, sans cause vasculaire, infectieuse, traumatique ou tumorale qui sera retrouvée. Voilà. Pour les syndromes vestibulaires associés, donc on a le vertige plus un autre signe. Si on a un vertige plus des signes neurologiques, donc on va plutôt partir sur l'accident vasculaire cérébral de la fosse crânienne postérieure. Donc là, ça peut être une atteinte de l'artère vertébrale ou du tronc basilaire. On aura un déficit unilatéral vestibulaire aigu, toujours, qui sera cette fois-ci d'origine ischémique ou hémorragique. On aura l'apparition brutale d'un syndrome vestibulaire central, également qui sera le plus souvent associé à des signes neurologiques. Donc là, le syndrome de Wallenberg, par exemple, donc syndrome cérébelleux et des céphalées également, dans la majorité des cas. Et donc là, le vertige, ça peut être le premier signe, et même le seul de tous les signes neurologiques. Voilà. Dans le cas d'un vertige avec un contexte traumatique, là, il faudra penser à une fracture du rocher translabyrinthique. Donc là, le diagnostic, il est plutôt facile en fait, dans le contexte, post-traumatique sévère. En général, ce sera un TCPC, donc un traumatisme cérébral avec perte de connaissance. La fracture du labyrinthe au cours d'une fracture du rocher provoque, elle, une surdité totale et de grands vertiges. On aura une otolicorée, une rhinolicorée cérébrospinale, donc une brèche ostéoméningée en fait, où on aura, une évacuation une fuite du liquide céphalorachidien par le nez, une otorhagie et tout ça s'oriente très facilement vers le diagnostic. Voilà, et si on a un vertige et qu'à l'autoscopie, on a une anomalie, il faut penser à la labyrinthite, donc inflammation du labyrinthe. Donc ça sera une atteinte cochléo-vestibulaire aiguë. Les étiologies de cette labyrinthite, ça peut être, infectieux notamment, dans le cas d'otite moyenne aiguë, des poussées infectieuses sur un cholestéatome, une fistule labyrinthique cholestéatomateuse aussi, et donc le diagnostic étiologique est otoscopique, principalement. Voilà. Donc dans les syndromes vestibulaires associés, 3 grandes causes: traumatique avec la fracture du rocher, infectieuse avec la labyrinthite et neurologique avec l'AVC de la fosse crânienne postérieure. Voilà. Et le syndrome vestibulaire isolé, donc pas associé, là, ça sera majoritairement la névrite vestibulaire. Allez, on passe à la suite et donc là, ce sera les principales causes de vertige récurrent cette fois-ci, qui sera prolongé. Donc premièrement, la maladie de Ménière, on en a déjà parlé. Donc qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une maladie labyrinthique cochléo-vestibulaire, et ça sera lié à un hydrops. Un hydrops, c'est une augmentation du volume endolymphatique. Donc là, on va avoir une triade de diagnostics. Premièrement, les vertiges, ils vont évoluer par crise de plus de 20 minutes, donc relativement long. Une surdité et des acouphènes qui apparaissent ou qui s'aggravent pendant la crise. Voilà. Donc crise de plus de 20 minutes, surdité et acouphènes. Ça, c'est la triade de diagnostic de la maladie de Ménière. Deuxième cause de vertige récurrent prolongé, ça sera le schwannome vestibulaire, également appelé le neurinome de l'acoustique. Ça, c'est une tumeur bénigne qui est développée à partir des cellules de Schwann du nerf vestibulaire. Mais il se manifeste par des signes auditifs au premier plan, associés à des signes vestibulaires très polymorphes. Voilà. Tout signe cochléaire, donc la surdité brusque ou progressive unilatérale, des acouphènes unilatéraux, donc ça, c'est les signes cochléaires et ou les signes vestibulaires unilatéraux. Donc là, une grande crise de vertige ou une instabilité chronique. Ça doit faire motiver la réalisation d'une IRM injectée de l'angle ponto-cérébelleux. Voilà, si ça arrive, si c'est récurrent ou chronique. Donc atteinte cochléaire ou vestibulaire. Troisième cause, en dehors de la maladie de Ménière et
du schwannome vestibulaire, ça sera la migraine vestibulaire. Donc là, c'est un équivalent migraineux, mais qui sera plutôt à composante otologique. Là, les symptômes vestibulaires seront récurrents et ils peuvent durer de 5 minutes à 72 heures. On n'aura pas de signe auditif pour le coup. On aura un contexte bien sûr de céphalée migraineuse et il faudra exclure d'autres causes de symptômes vestibulaires. Voilà, voilà. On a 25 minutes. Les principales causes de vertige avec atteinte otologique associée, maintenant. On l'a déjà vu, c'est premièrement la labyrinthite infectieuse aiguë. Donc là, ça sera la complication d'une infection bactérienne de l'oreille moyenne, en fait. Là, on pourra avoir une surdité et des vertiges rotatoires violents durant plusieurs jours. Au début, c'est une labyrinthite séreuse et la surinfection n'est que secondaire. La forme séreuse bénigne donne un syndrome irritatif qui est le plus souvent réversible grâce au traitement. La forme purulente, quant à elle, elle peut détruire le labyrinthe et on peut avoir une surdité totale et une aréflexie vestibulaire unilatérale. Et le point de départ, ça peut être soit une otite moyenne aiguë, soit un cholestéatome. Voilà. 2e, diagnostic, 2e étiologie, du vertige avec atteinte otologique, ça sera les traumatismes du rocher. Donc là, soit la fracture du rocher translabyrinthique. Donc là, dans ces cas-là, on aura une cophose, c'est-à-dire une surdité totale et des vertiges importants qui seront invalidants. En quelques semaines, on a la compensation centrale qui va rétablir l'équilibre. Donc ça, le cerveau va compenser et la fracture est visible sur les coupes tomodensitométriques du rocher et ça passe par la capsule otique qui suit en général un trait de type axial et ça ouvre le labyrinthe membraneux antérieur et ou postérieur. Donc ça, on le voit au scanner du rocher. Et en dehors, de la fracture du rocher, on peut avoir une atteinte de l'oreille interne, donc cochléo-vestibulaire, sans fracture et donc dans ce cas-là, c'est ce qui s'appelle la commotion labyrinthique, en fait. Et autre étiologie, ça peut être les fistules labyrinthiques. Donc là, soit post-traumatique, soit, qui compliquent un cholestéatome. Donc dans le cas de la fistule post-traumatique, on sera dans un contexte de traumatisme crânien ou d'accident barotraumatique, donc lié à des changements brutaux, de pression lors de la plongée, de l'avion et cetera. Et donc là, on aura une destruction progressive de l'oreille interne par une fuite de liquide périlymphatique dans l'oreille moyenne, par rupture de la fenêtre ronde ou de la fracture ou une fracture de la platine de l'étrier. Et là, la symptomatologie, ce sera des vertiges déclenchés par le mouchage, le bruit, les éternuements ou l'effort, avec dégradation progressive de l'audition. Et donc là, ce sera une surdité de perception. Autre fistule labyrinthique, donc ça sera celle qui complique un cholestéatome. On aura donc une lyse de l'os labyrinthique par la matrice du cholestéatome. Et là, la symptomatologie sera identique aux causes post-traumatiques, mais à l'autoscopie, on aura le cholestéatome. Voilà. Donc maintenant, on va plutôt parler de l'accident vasculaire ischémique dans le territoire vertébro-basilaire devant le syndrome vestibulaire central. Donc, le principal diagnostic différentiel de la neuronite vestibulaire est l'infarctus cérébelleux dans le territoire de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure, qui vascularise le cervelet vestibulaire. Le tableau clinique, il est dominé par un grand vertige, des nausées et des vomissements. L'examen clinique peut mettre en évidence un syndrome cérébelleux cinétique homolatéral ou une dysarthrie. Et ceux-ci peuvent cependant manquer et le tableau ne peut être constitué que d'un syndrome vestibulaire aigu isolé. Les drapeaux rouges qui doivent faire évoquer l'infarctus du cervelet vestibulaire à la phase aiguë d'un syndrome vestibulaire sont les suivants. Donc, les facteurs de risque cardiovasculaire, les céphalées ou les cervicalgies, là ça peut être une dissection vertébrale par exemple, une réponse normale au Head Impulse Test,
une diplopie et un strabisme vertical et après un nystagmus qui change de direction en fonction de la direction du regard ou un nystagmus vertical pur. Ça, c'est les drapeaux rouges qui doivent faire évoquer l'infarctus. Un vertige aigu peut aussi être associé à un AVC dans d'autres territoires, comme dans le syndrome de Wallenberg, mais dans ce cas, les signes neurologiques seront au premier plan. Voilà. Donc maintenant, on va voir les indications des examens d'imagerie devant un vertige. Donc, le scanner des rochers est très performant pour l'os temporal, le système tympano-ossiculaire, la mastoïde, le nerf facial, le labyrinthe osseux. Et donc là, on le fait sans injection, en haute résolution. Voilà. Pour l'étude des tissus mous, on va plutôt faire une IRM. Les tissus mous, c'est le labyrinthe membraneux, les méas acoustiques internes, les angles pontocérébelleux, la fosse crânienne postérieure. Et donc là, on va voir les rochers plus l'encéphale également, qu'on peut faire sans et avec injection de gadolinium, avec des séquences spécifiques. Et on pourra faire en plus une imagerie des troncs supraortiques. Voilà, ça on doit le faire cette IRM en urgence pour éliminer un AVC. Donc, on va faire une IRM si on a les drapeaux rouges pour l'infarctus cérébelleux, donc les drapeaux rouges qu'on vient de voir. Si on a un syndrome vestibulaire disharmonieux, comme on l'a vu en début, ça peut faire évoquer la cause AVC, donc on fera là aussi l'IRM. Si on a des signes neurologiques autres que le syndrome vestibulaire, si on a des céphalées atypiques, si on a un VPPB qui est atypique et persistant, ça on peut aussi faire, une IRM pour éliminer l'AVC. Et dans le cas de premier vertige aigu atypique de l'enfant, là on pourra également faire une IRM. Dans le cas de vertige persistant autre qu'un VPPB typique, on pourra faire une IRM sans urgence cette fois-ci. Là, ça sera pour éliminer un schwannome, vestibulaire ou une tumeur de la fosse postérieure, par exemple. Et devant des signes otologiques associés, qui peut faire évoquer un cholestéatome, donc si on a une anomalie des tympans, une surdité de transmission ou une autorrhée, par exemple. Donc là, on va faire le scanner plus l'IRM avec des séquences de diffusion pour le cholestéatome. Et on peut également essayer de diagnostiquer une labyrinthite avec une injection de gadolinium. Et dans le cas de contexte traumatique, on va faire le scanner des rochers. Voilà. Donc là, on pourra voir la fracture du rocher, une brèche ostéoméningée, etc. Donc maintenant, on va voir les principes des traitements. On est bientôt sur la fin du chapitre. Donc les traitements symptomatiques de la crise vertigineuse. À la phase aiguë, déjà, on va avoir un repos au lit. Voilà. Pour éviter déjà la chute et essayer de faire, se résoudre la crise, vertigineuse, toute seule. On peut également donner un traitement médicamenteux, donc là des antiémétiques s'il y a une nausée, un antivertigineux, donc qui sera, plutôt mineur, et peu sédatif si possible. Donc là, par exemple, l'acétyleucine, c'est un antivertigineux et plus ou moins des corticoïdes. Et en cas de vomissement, on pourra faire une voie intraveineuse s'il y a une hospitalisation, par exemple. Le traitement, on nous dit qu'il doit être aussi court que possible, en particulier dans les vertiges par destruction vestibulaire unilatérale ou la reprise précoce de la marche avec suppression des antivertigineux favorisera la compensation centrale rapide. Voilà. Donc, traitement court, aussi court que possible, et reprise précoce de la marche avec la suppression des antivertigineux pour qu'il y ait une compensation centrale. Maintenant, les manœuvres diagnostiques et thérapeutiques d'un VPPB. Ça, c'est ce qui est important puisque on en a fréquemment en consultation et ça peut résoudre le problème rapidement. Sur le coup, quoi, même. Donc, premièrement, les principes généraux, ça va être de faire le diagnostic de VPPB. Donc là, ça sera chez un patient et il y a une histoire typique de vertige positionnel, avec aucune anomalie à l'examen autoneurologique, pas de nystagmus spontané. Et donc là, on va
pour faire, ce diagnostic, recherchez un vertige avec un nystagmus déclenché par les manœuvres positionnelles. L'étape diagnostique, ça va donc être de faire une manœuvre qui correspond à chaque canal semi-circulaire, en mettant le canal en position verticale pour voir la sédimentation des autoconies, en fait. Et donc s'il y a bien ça, en cas de VPPB, ça va déclencher un vertige avec nystagmus dans le plan du canal testé. Voilà, on me dit qu'il sera mieux visible sous vidéo-nystagmoscopie, bien sûr. Mais bon, on n'a pas tout ça sous la main. Et donc pour le VPPB du canal semi-circulaire postérieur, celui qui est le plus fréquent et le plus simple à traiter, on va faire la manœuvre de Dix et Alpike. Voilà. Et donc le traitement de ceci, ça sera une manœuvre libératoire qui correspond au canal incriminé et il peut être réalisé par l'ORL ou le kinésithérapeute même, qui sera spécialisé, dans le vestibule. Une seule manœuvre suffit en général, et pour le canal postérieur, donc le plus fréquent, on peut faire la manœuvre de Sémon qui est plutôt rapide ou la manœuvre Déplay qui sera un peu plus lente. Voilà, là, il y a une petite image de la manœuvre de Dix et Alpike. Du coup, je vous la mettrai sur le post d'Instagram demain. Enfin, voilà, mercredi du coup. OK, OK, OK. Maintenant, pour reconnaître le nystagmus vestibulaire horizonto-rotatoire, donc ça désigne bien sûr le nystagmus des mouvements oculaires de va-et-vient de l'œil et quand il est d'origine vestibulaire, il associe un mouvement lent suivi d'un retour rapide. La phase lente, donc elle est produite par l'asymétrie de l'activité des noyaux vestibulaires, voilà, et la phase rapide, c'est le retour de l'œil en position initiale tout simplement en fait. Le nystagmus, comme on l'a vu, est défini par le sens de sa secousse rapide. Les nystagmus peuvent battre dans le plan horizontal, dans le plan vertical ou dans le plan torsionnel, en fonction en fait des canaux semi-circulaires atteints. Et donc ce sera dans le plan de ces canaux en fait. Et à chaque fois, on distingue la direction de la phase rapide, soit à gauche ou à droite, soit en haut ou en bas, horaire ou anti-horaire. En cas d'atteinte périphérique globale, donc dans le cas d'une névrite vestibulaire complète, une fracture du rocher, etc., le nystagmus sera horizonto-rotatoire. Voilà, donc ça c'est le nystagmus typique d'une atteinte vestibulaire périphérique. Un nystagmus pur, donc qu'il soit vertical pur ou rotatoire pur, est rarement périphérique. Voilà, périphérique horizonto-rotatoire. Si c'est rotatoire pur ou vertical pur, c'est rarement périphérique, donc plutôt cause centrale, AVC, etc. Voilà. Et généralement, on nous dit que les nystagmus sont congruents et que les deux yeux exécutent les mêmes mouvements dans le même plan et dans le même sens. Et voilà, et on a une petite vidéo pour finir d'un nystagmus horizonto-rotatoire droit. Voilà, si je peux, je vais vous la mettre sur le post. Donc là, je peux la télécharger, donc ça devrait être bon. Allez, et bien, on en a fini pour cet item sur les vertiges. C'était l'item 103, j'espère qu'il vous a plu. Et puis voilà, j'arrête l'enregistrement et on se dit à vendredi pour le prochain épisode. Ciao, ciao.